On entend beaucoup parler de ces 3 M, le marketing mix modeling, mais ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Ici, le but, c'est pas de faire un cours de statistique, mais de comprendre à quoi ça sert concrètement, quel levier garde, couper, renforcer à court ou long terme. On va donc parler de cas avec des choses assez lisibles. Et puis, je vais peut-être donner la parole dans un premier temps à notre spécialiste de la data, qui est là aussi pour nous expliquer les choses. Je donne la parole à Thierry Fontaine de CSA Data Consulting. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer de ne pas faire le bon Aldi du jour. Pour vous expliquer ce qu'est le marketing mix modeling, je vais repartir quelques années en arrière. Ça fait une vingtaine d'années que ces solutions existent. À l'origine, c'était le fait de pouvoir mettre en corrélation des techniques de communication avec des ventes, voir dans quelle mesure les campagnes pouvaient avoir un effet sur les ventes. Et puis, d'année en année, évidemment, toutes ces techniques ont énormément évolué pour arriver aujourd'hui à ce que vous avez. C'est peut-être un peu compliqué sous les yeux, mais des solutions dans lesquelles on vient intégrer à la fois les données de vente, les données de marge, vos données de trafic, et on va tenter de les expliquer à travers des données de communication, des données médias, des données promotion, des données de prix, pour voir dans quelle mesure chacune de ces variables peut avoir un effet sur le KPI. Alors vous allez me dire, mais on travaille que sur les ventes en MMM? Pas du tout. On peut travailler bien sûr sur les ventes, sur le trafic, mais on va également regarder dans quelle mesure les KPI d'image, comme la considération, comme l'engagement, viennent également être influés par l'ensemble des leviers de communication. Et donc, on a un cercle vertueux qui permet de pouvoir mesurer en quasi temps réel l'ensemble de ces KPI de manière extrêmement rapide et de pouvoir développer tous ces algorithmes de manière la plus rapide possible pour optimiser le ROI. Bien sûr, tout ça, ça se fait avec l'IA. D'accord ? Aujourd'hui, de plus en plus, donc la capacité à qualifier l'ensemble des campagnes aujourd'hui sont boostées avec l'IA. La qualification de toute cette granularité est aujourd'hui bien sûr amplifiée avec l'IA. Et bien sûr, on arrive également à pouvoir faire un lien direct entre d'un côté les investissements médias, par exemple ceux que l'on met chez Criteo ou ceux que l'on met chez JC Deco, qui sont également nos partenaires, pour voir dans quelle mesure ces leviers viennent influer le business court terme, moyen terme, long terme. Et donc vous avez sous les yeux ce qu'on appelle des courbes de réponse qui permettent de faire le lien entre d'un côté votre investissement et de l'autre côté vos ventes incrémentales. Je ne vais pas vous dire, je vais garder le secret de savoir l'ensemble de ces courbes, quel est le 1. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous m'appelez, je vous laisserai mon numéro de téléphone à la fin. Et puis bien sûr, dans ces cas-là, je pense que c'est intéressant d'avoir quelques chiffres. Donc j'imagine que vous allez pouvoir prendre votre téléphone. On a aujourd'hui un gros benchmark chez CSA Data Consulting, une centaine de marques, 15 000 mag médias. Et derrière, on a la possibilité effectivement de calculer, d'optimiser l'ensemble des retours d'investissement en fonction des secteurs. Donc vous voyez quelques chiffres sur l'écran, avec bien sûr la possibilité de délivrer ces chiffres sur différentes temporalités, le court terme, le moyen terme, le long terme, parce qu'effectivement, un autre point important, si vous ne vous focalisez que sur le court terme, vous oubliez à peu près 50% des impacts. Eh bien, merci Thierry. On a noté que tu donnais ton numéro de téléphone à tout le monde. C'est cela. Allez, on va faire notre petit tour de table avec d'abord Permila de JC Deco. Pardon, excuse-moi. Prémila, pardon, excuse-moi. C'est la fin de la matinée. L'OH, l'affichage, est souvent perçu comme plus difficile à mesurer.
Comment, justement, alors oui, parce qu'il existe plein de façons de mesurer, effectivement le OH. Comment vous arrivez à démontrer aujourd'hui via le MMM sa contribution à la performance? Alors c'est vrai que le média affichage a cette réputation d'être un média plus complexe à mesurer, à prouver l'efficacité et sa performance. On essaye de combattre ça et comme l'évoquait Jean, on a aujourd'hui une mesure d'audience qui est du même type que le reste du marché, avec des metteurs, avec une mesure qui rentre dans les standards. On a aussi une vocation à montrer que notre média ne va pas travailler que le haut de funnel. On a beaucoup d'annonceurs qui viennent et qui ont cette volonté de regarder le haut de funnel, mais c'est vrai que le média va aussi travailler le bas de funnel et on montre à travers différents arguments comment le média travaille également cette partie. Alors, le MMM le permet, et c'est vrai que aujourd'hui, faire un MMM, et on en parle souvent avec Thierry, c'est pas juste être data analyst, prendre des données, les analyser et sortir des modèles statistiques. Ça nécessite une connaissance du métier, une connaissance des médias, et c'est pour ça qu'en cette rentrée, on a voulu arriver avec un kit d'activation autour de la communication extérieure, si ça veut bien arriver, sur lesquels on montre les spécificités du média. Alors, on n'est pas sur un média qui est difficile à mesurer, on est plutôt sur un média qui a des spécificités, et on va avoir besoin de les prendre en compte lors de cette mise en place. Et c'est vrai que des acteurs comme CSA, aujourd'hui, ont cette connaissance métier pour bien les intégrer. L'autre élément, c'est aussi à travers les différents indicateurs, où on a un besoin de rappeler parfois que les indicateurs d'audience sont les mêmes. Je suis désolée, le retour est assez perturbant. Oui, oui. Je confirme. Mais les gens entendent bien. Mais c'est vrai que Parfait. c'est pas très agréable, les petits échos. Oui. Donc voilà, pas mal d'indicateurs qui aujourd'hui sont comparables avec d'autres médias comme le GRP ou des impressions qui sont chez nous des occasions de voir. C'est ce que vivent les speakers de foot dans les stades. Bon, très bien. Je suis prête à être footballeur. Speaker déjà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Grégoire Bruni de Criteo, le commerce média. Peut-être en un mot ce qu'est Criteo. Je n'ai pas demandé à JC Decaux, évidemment. Peut-être qu'en un mot ce que vous êtes aujourd'hui, Criteo. Alors, que sommes-nous? Très bizarre, effectivement. On est une boîte de commerce média, ce qui veut dire qu'on est plugué à 17 000 e-commerçants dans le monde. On travaille avec plus de 220 retailers dans le monde et on comprend que 2,5 milliards de personnes achètent chaque mois. Du coup, on comprend les comportements d'achat de ces gens-là et on arrive à reconstituer les parcours d'achat, c'est-à-dire quels sont les médias qu'ils consomment et puis quand ils arrivent sur les sites d'e-commerce, comment ils achètent. Qu'est-ce qu'ils mettent en panier, qu'est-ce qu'ils abandonnent et on recompose, on va dire, ce parcours d'achat pour le mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent faire de la publicité au bon moment dans ce parcours. Donc, le commerce signal, c'est vraiment à la base pour générer une bonne stratégie et générer des ventes, en fait. Oui, tout à fait. Nous, on part du principe que si on comprend les comportements d'achat des consommateurs, on va être capable de dire qu'est-ce qui les intéresse, quels sont leurs moments de vie. Donc, les commerce signals, comme vous dites, donc les signaux commerciaux, c'est essentiel, c'est-à-dire quelles sont les pages produits qu'on consulte chez les e-commerçants, quels sont les produits qu'on met dans un même panier. Si on va acheter un parfum, est-ce qu'on achète une crème avec? Si on achète du beurre, est-ce qu'on achète du lait avec? On a fait une petite étude qui était assez marrante pour un client de la grande consommation, pour du pet food. On s'est aperçu que les gens qui achètent des friandises, donc vous achetez des friandises pour votre Pour panier. chien ou pas? Eh ben justement, c'est ça le truc. C'est que quand on achète des friandises pour soi et qu'on a des animaux,
le premier réflexe qu'on a, c'est d'acheter des friandises pour son animal. Donc Whiskas va aller regarder quelles sont quels sont les acheteurs d'Haribo. Exactement. Et ça, si vous n'avez pas des Pas commerces... confondre. Hein. Ouais, faut pas confondre. Bon, ça dépend. Bon, bref. Mais en gros, Saumon. si vous n'avez pas ces signaux commerce, vous ne pouvez pas faire cette association. Et du coup, pour un marketeur, c'est hyper intéressant de pouvoir capitaliser sur sur ce savoir-là pour pouvoir avoir un ciblage approprié. Comment on le met dans le media planning, c'est-à-dire le moment où l'annonceur va décider sa stratégie marketing et média? Comment on utilise ces données-là? Comment concrètement ça fonctionne? Ouais, très bonne question. En gros, les médias, pour faire simple, la façon dont on a de cibler les gens sur les médias, c'est des approches plutôt démographiques. Alors, je simplifie. On va voir les jeunes, les vieux, Les jeunes, la femme jeunes. responsable des achats de moins de 50 ans, même si c'est quand même passé, puisque c'est il y a ça. plus que les femmes ne sont pas que responsables des achats. Tout à fait. Elles sont responsables de bien d'autres choses, je peux vous le dire. Puis il y a des hommes aussi, des Et fois. puis il y a des hommes aussi. Mais effectivement, on a une approche plutôt socio-démographique. Et généralement, les plans médias sont construits de cette façon-là. Et la donnée commerce, elle vient agrémenter et préciser en fait ces cibles-là. C'est-à-dire, on peut prendre n'importe quel produit. Par exemple, le sport, c'est très simple. Je suis abonné à Canal+ sur l'offre sport. Tout à fait. J'imagine que Heineken va s'intéresser à moi. Tout à fait. A priori, je bois de la bière. Tout à fait. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que je peux capitaliser sur les acheteurs d'Heineken pour leur proposer des abonnements Canal+, parce qu'a priori, ce sont des hommes qui peuvent être consommateurs de sport. Donc c'est exactement ça. On peut partir d'un plan média socio-démographique qui va nous dire on va essayer de cibler les hommes jeunes intéressés par le sport. Les acheteurs d'Heineken sont sans doute des gens qui aiment passer un bon moment devant la télé, un match de foot le samedi soir. Et on peut s'appuyer sur cette donnée-là pour une campagne pour Canal+. Et cette data-là, on la récupère via des acteurs comme vous. Tout à fait. Donc Heineken, ils partagent leurs données. Oui. Ok, très bien. Et ça peut être derrière intégré justement dans les MMM pour pouvoir isoler les effets de chacun de chacune de ces variables, de manière à en définir exactement le poids en termes d'efficacité. Quels sont les réflexes faut-il avoir pour décrypter l'affichage dans un modèle MMM et éviter les idées reçues qui peuvent dire que l'affichage, c'est que du branding? Parce que là, effectivement, on a compris que derrière, on allait vendre des abonnements à Canal ou faire vendre des bières Heineken. Mais l'affichage, comment on arrive avec le MMM à démontrer que finalement, que ce n'est pas qu'un média de branding? Alors, comment on y arrive? Déjà, quand on s'interroge sur le chiffre qu'on obtient sur un MMM. C'est vrai que le réflexe de l'analyse MMM, c'est de prendre finalement le niveau de ROI et de se dire c'est la conclusion de mon MMM. La communication extérieure, elle est à 3,90 €, j'ai tel média au-dessus, tel média en dessous, et en conclure l'efficacité de chacun. La réalité, elle est un peu plus complexe et c'est vrai qu'on en parle régulièrement, et notamment dans le décryptage de chacune des activations d'un client. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a voulu mettre 5 réflexes quand on a un MMM et quand on veut opérer aujourd'hui les résultats de son MMM. 5 réflexes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, peut-être quelques exemples. Je parlais justement d'un ROI moyen à 3,90 €. Si on s'arrête là, on ne va pas décrypter ce qui va peut-être sur- ou sous-performer et en fonction des objectifs qu'on peut avoir. Là, on voit à l'écran des campagnes qui sont très diverses en objectifs, des campagnes Drive to Store qui vont permettre d'avoir un ROI beaucoup plus important. Et vous le voyez là, à 5,01 € en termes de rentabilité. Là où les campagnes plus de positionnement branding, forcément un ROI moins important, plutôt de l'ordre de 2 €, 2 €, pardon. Et même sur les campagnes de co-branding, vous voyez, on a des différences en fonction de l'opérateur de co-branding que l'on peut avoir. Donc moi, je me suis complètement planté quand j'ai dit que finalement, l'affichage, ça générait d'abord du branding, alors qu'en fait, je me rends compte que ça génère quand même du trafic en magasin. Exactement. Et c'est pour ça que c'est
intéressant d'aller au-delà de ce ROI moyen et de se dire je vais juste observer la rentabilité, mais de comprendre comment elle se mesure. Et on évoquait effectivement le court terme, le long terme. Si on va sur la brand equity, on voit aujourd'hui des acteurs pour lesquels leur niveau d'investissement sur le média JC Deco est finalement pas si importante, on est à 1% d'investissement. Pour autant, on contribue à 12% de la croissance à la considération. Donc la capacité aujourd'hui à se dire que la marque va être achetée dans le futur. Et là, on le voit, alors Thierry disait 50% le long terme. Là, sur cet exemple, on est à 40%. Mais si on s'était arrêté juste au court terme, on serait à 1 euro de rentabilité. Au total, on est à 2,90 €. Mais tout ça arrive dans un global, c'est-à-dire que même chez JC Deco, vous ne dites pas il faut faire que de l'affichage. Non. Ça arrive dans un global où il faut faire tous les médias. C'est le Oui. principe du média planning Oui, oui. quand même. Et Parce qu'on a quand même l'impression que tous les médias disent c'est nous qui sommes le plus héroïstes, la télé le fait, etc. Mais c'est l'ensemble qui compte. Et oui, et c'est d'ailleurs pas notre cas. Enfin, en tout cas, côté, Non, mais côté affichage, et au nom de toute l'Union pour la publicité extérieure, on n'a pas voulu prendre ce parti justement de se dire on va regarder nos ROI, que notre rentabilité, et regarder si on est en haut du classement. L'objectif pour nous, c'était plutôt comprendre les situations de vie et de marque qui étaient bénéfiques à la communication extérieure. Et oui, tu le disais, on parle de synergie, mais bien évidemment, on ne va pas Par aujourd'hui une exemple, agence. en local avec la radio et avec le mobile, Oui. l'affichage est un très bon mix média. Est un très bon mix média. Là, c'est un exemple qu'on a travaillé ensemble avec Thierry sur le retail alimentaire et spécialisé, sur lequel on voit une synergie effectivement forte entre le on et le offline, avec une synergie là de 46% pour l'OH et le display. Donc, c'est un peu réducteur aujourd'hui sur un MMM de s'arrêter juste au fait à ce 3,90 € dont je parlais, et vraiment un besoin de comprendre au fait les différentes situations. Aujourd'hui, quand on est une agence média, on va avoir différents scénarios d'activation avec différents médias, et tout n'est pas à mettre à la poubelle si le ROI est pas bon, et tout n'est pas à garder même s'il est en haut du classement. C'est comme une moyenne à l'école, on a toujours eu des très bonnes notes et des un peu moins bonnes, et garder uniquement les meilleurs. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à vous trois.